Nous allons donc maintenant parler d'une deuxième famille de matrices particulières, les matrices triangulaires. Nous avons déjà donné la définition en début d'année dans le chapitre 2, et elle a aussi été rappelée au début de ce chapitre, mais nous allons en dire beaucoup plus dans cette partie. D'abord, pour bien comprendre la suite, il est important de savoir repérer les coefficients d'une matrice grâce à leurs coefficients, car il y a 3 zones différentes dans une matrice, qui vont être particulièrement importantes pour les matrices triangulaires ainsi que les matrices diagonales. La première zone dans une matrice, c'est la zone de la diagonale. Nous avons ensuite des coefficients qui se répartissent strictement au-dessus de la diagonale, donc dans cette zone-là, et des coefficients qui sont strictement en dessous de la diagonale. Nous allons noter, mais ça n'est pas une notation officielle, nous allons noter taux n plus ou taux n moins, l'ensemble des matrices triangulaires à coefficient, triangulaire supérieur ou inférieur. Donc notation, attention, non officielle, elle sera utilisée dans ce cours car elle est assez pratique, mais de manière générale, il n'y a pas de notation officielle pour ces matrices-là. Donc taux indice n plus 2k, et l'ensemble des matrices triangulaires supérieures, donc à coefficient dans k. Et nous avons la même notation pour taux n moins 2k. Donc l'ensemble des matrices triangulaires inférieures. Dans la suite du chapitre, nous allons très souvent démontrer des résultats pour les matrices triangulaires supérieures et pas pour les matrices triangulaires inférieures. Souvent, nous nous contenterons de dire « ça marche pareil pour les matrices triangulaires inférieures ». Donc il y a à ce moment-là 2 possibilités. Soit vous dites que les démonstrations qui fonctionnent pour les matrices triangulaires supérieures s'adaptent parfaitement pour les matrices triangulaires inférieures et on peut toutes les refaire en adaptant. Mais nous pouvons aussi remarquer que la transposée d'une matrice triangulaire supérieure est une matrice triangulaire inférieure. Si A appartient à taux n plus de k, alors sa transposée est une matrice triangulaire inférieure. Et évidemment, la réciproque est vraie aussi. Si A est une matrice triangulaire inférieure, sa transposée est une matrice triangulaire supérieure. Et cette opération de transposition permet de montrer que si nous avons un résultat sur des matrices triangulaires supérieures, par transposition, ce résultat va se transmettre aux matrices triangulaires inférieures. Donc très souvent, nous nous contenterons de dire le résultat est démontré en détail pour les matrices triangulaires supérieures par transposition ou en adaptant les démonstrations. Nous avons un résultat analogue pour les matrices triangulaires inférieures que nous ne détaillerons pas, mais qui en général ne pose aucun problème. Donc, nous allons pouvoir énoncer un premier théorème qui, de manière assez classique, est un théorème algébrique dont l'énoncé va être très très rapide et qui pourtant va contenir beaucoup d'informations. Donc c'est le théorème 3 de 2. Si nous prenons l'ensemble des matrices triangulaires supérieures avec la loi plus et la loi point, c'est un K-espace vectoriel de dimension n plus 1 sur 2. Ça, ce sera, disons, le premier point. Et deuxième point, ce même ensemble, mais cette fois-ci avec la loi plus et le produit matriciel, est un anneau. Donc dire cela, c'est dire beaucoup de choses. C'est dire que déjà nous avons des stabilités vis-à-vis de la loi plus et du produit matriciel. Et nous pouvons en plus donner donc une base de l'ensemble de ces matrices triangulaires supérieures. Donc comme je le disais juste avant, si vous changez plus en moins, rien ne change. La seule chose qui va changer dans la démonstration, c'est la base que nous allons donner de cet ensemble de matrices triangulaires, qui ne sera pas tout à fait la même pour les inférieures et les supérieures, mais ça marchera vraiment de la même manière. Donc démontrons ce théorème. Nous allons commencer par démontrer le premier point, bien sûr. Donc,
plusieurs choses à démontrer pour ce premier point. Déjà, le fait que cet ensemble est un KEV est simple. Il suffit de montrer que cet ensemble est un SEV, un sous-espace vectoriel de l'ensemble des matrices carrées. Et je vous le laisse en exercice. La stabilité pour la loi plus et pour la loi point ne pose absolument aucun problème. C'est plutôt sur l'aspect dimension que nous allons nous attarder. Donc, première remarque, si I est inférieur ou égal à J, la matrice élémentaire EIJ est une matrice triangulaire supérieure, puisque tous ces coefficients sont nuls, sauf le coefficient en position IJ, qui vaut 1, mais ici, puisque I est plus petit que J, ce 1 se trouve soit sur la diagonale, soit au-dessus, donc nous avons bien une matrice triangulaire supérieure. Donc, la famille des EIJ, lorsque I et J vont de 1 à n avec I plus petit que J, est une famille de taux n+, d'accord? Donc l'espace vectoriel qu'elle engendre se trouve dans taux n+. Vect de cette famille est inclus dans taux n+. Réciproquement, nous allons montrer que nous avons l'autre inclusion. Donc réciproquement, si A est une matrice triangulaire supérieure, alors j'aurais pu préciser taux n de k à chaque fois, j'ai oublié de le mettre, mais ce n'est pas très important. Nous savons que la famille des EIJ, quel que soit I et J, est une base de l'ensemble des matrices carrées, et les coordonnées d'une matrice dans cette base, ce sont tout simplement ses coefficients. Donc grand A, c'est la somme pour I allant de 1 à n, pour J allant de 1 à n, des AIJ, EIJ. Mais ici, notre matrice A étant triangulaire supérieure, dès que I est strictement plus grand que J, le coefficient AIJ est nul. Donc, la somme, ici, ne porte que sur les indices J qui vont de I à N, puisque pour les indices J strictement plus petits que I, je vais y arriver, voilà, le coefficient AIJ est nul. Donc, car I strictement plus grand que J implique AIJ égale 0. Et nous remarquons qu'ici, donc, ce vecteur n'est une combinaison linéaire que des matrices EIJ lorsque I est inférieur ou égal à J. Donc nous avons montré l'inclusion réciproque et donc l'égalité. Donc je passe directement à l'égalité puisque il me paraît assez clair que nous avons montré les deux inégalités. Évidemment, l'ensemble ici, la famille des EIJ avec I plus petit que J, ça n'est qu'une sous-famille de l'ensemble de toutes les matrices EIJ, qui est une famille libre, donc cette famille est aussi libre. Donc, son cardinal est égal à la dimension de l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. Donc c'est l'ensemble, c'est le cardinal de l'ensemble de tous les couples IJ dans un n au carré, tel que I est plus petit que J. Ce cardinal, il a plusieurs manières de voir à quoi il est égal. Il est assez traditionnel de calculer ce type de cardinal en sommant des 1, autant de fois qu'il y a d'indices dans l'ensemble. Ici, nous pouvons faire la somme sur la somme des 1 pour tous les éléments de cet ensemble. Nous obtenons cette somme-là, donc ce qui est égal à la somme pour J allant de 1 à n dj. Donc n plus 1 sur 2.
Il peut aussi être pratique de voir visuellement ce qui se passe. Si nous avons ici la diagonale, alors plus exactement, je vais tracer la droite qui est strictement sous la diagonale. Les coefficients d'une matrice triangulaire supérieure se trouvent tous dans ces cases, qui se trouvent soit sur la... Ouais, alors mon dessin va être moche. Ces cases qui se trouvent soit sur la diagonale, soit strictement au-dessus. Bon, la diagonale n'est pas très diagonale, c'est un peu le problème. Alors, ce que l'on voit, c'est que si nous avons n colonnes et n lignes, donc ici n colonnes, dans la première colonne, il n'y a qu'une case qui se trouve sur la diagonale ou au-dessus. Dans la deuxième, il y en a 2. Dans la troisième, il y en a 3. Dans la quatrième, il y en a 4, etc. Jusqu'à la dernière colonne qui va contenir n cases de ce type-là. Donc, combien est-ce qu'il y a de cases? Il y en a 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à n. Et nous voyons réapparaître cette somme-là. Bon, avec cela, nous avons donc démontré le premier point de ce théorème. Le deuxième point, cette fois-ci, c'est une histoire d'anneaux. Donc, il va falloir montrer que notre ensemble contient déjà bien les neutres pour la loi plus et multipliés. Alors d'ailleurs, le neutre pour la loi plus, c'est la matrice nulle. Elle est bien triangulaire supérieure. J'aurais pu le préciser dans le premier point. Écrivons-le ici. La matrice nulle est bien triangulaire supérieure. Et la matrice identité aussi. Donc cet ensemble contient bien les deux neutres pour la loi plus et la loi multipliée. La stabilité pour la loi plus, bon, fait partie du point numéro 1 de l'aspect espace vectoriel, donc je ne reviens pas dessus. Le seul aspect qui va nous rester à démontrer, ça va être la stabilité par la loi multipliée. Alors, la notion de sous-anneau n'est plus au programme en prépa. Mais pour montrer qu'un ensemble est un anneau, c'est comme pour les espaces vectoriels. Si nous pouvons montrer que c'est un sous-anneau d'un anneau déjà connu, c'est plus rapide que de montrer que c'est un anneau en repartant de la définition. De même que pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, si nous arrivons à montrer que c'est un SEV, ça va plus vite. Parce que nous n'avons pas besoin de reparler de tout ce qui est associativité, distributivité, etc. C'est pareil pour les anneaux, donc ici je ne vais pas parler de la distributivité de la loi du produit par rapport à la somme, de l'associativité de ces deux lois, car nous les connaissons déjà pour la loi plus et la loi multipliée sur les matrices, et ici nous gardons les mêmes lois, ce sont les lois induites. Donc je ne vais montrer que la stabilité par produit. Donc c'est un calcul standard qu'il faut savoir refaire. Donc si grand A et grand B sont de matrices triangulaires supérieures, donc je ne le réécris pas, mais nous allons noter AIJ et BIJ leurs coefficients. Prenons un couple d'entiers tous les deux entre 1 et n, avec I strictement plus grand que J, c'est-à-dire que le coefficient de coordonnées IJ va se trouver strictement sous la diagonale. Et donc je vais regarder le coefficient IJ du produit A fois B, et je vais montrer qu'il est nul. Ainsi, tous les coefficients du produit A fois B qui vont être strictement sous la diagonale seront nuls, et la matrice AB va bien être triangulaire supérieure. Donc, le coefficient de A fois B de coordonnées, disons, IJ, c'est le coefficient suivant, somme pour k allant de 1 à n, DAIK BKJ. Nous allons séparer cette somme en deux. Donc, nous savons que tous les AIK sont nuls lorsque I est strictement plus grand que K. Et lorsque K est strictement plus grand que J, ce sont les BKJ qui sont nuls. Donc, nous allons ici couper cette somme en allant de K jusqu'à I-1. Plus donc la deuxième partie de la somme, la dernière partie, pour K allant de I à N, DAIK, BKJ. Donc, première partie du raisonnement où nous nous occupons de la première somme. Si I est strictement plus grand que K, ce qui est le cas dans la première somme. À ce moment-là, AIK est nul.
Donc tous ces coefficients ici sont nuls. Donc la première somme est nulle. Par contre, allez, on va prendre un joli bleu turquoise. Si I est supérieur ou égal à K, nous avons I strictement plus grand que J. Alors non, je m'y prends à l'envers, c'est ça qui me paraît bizarre. Si I est inférieur ou égal à K, alors J est strictement plus petit que K, puisque nous nous plaçons dans le cas où J est strictement plus petit que I. Donc, à ce moment-là, BKJ est nul. Donc dans la deuxième somme, ce sont tous les BKJ qui sont nuls. Donc le coefficient en question est une somme de deux sommes nulles. Donc elle est nulle également. Et A fois B est bien triangulaire supérieur. Donc je répète, nous avons pris un coefficient de A fois B qui se trouve strictement sous la diagonale, il est nul, donc A fois B est triangulaire supérieur. Voici donc qui achève la démonstration du théorème. À la suite de cette démonstration, nous pouvons d'ailleurs faire une remarque. En reprenant le calcul précédent, si nous avons I égale J, donc le coefficient de coordonnées II, donc coefficient sur la diagonale de A fois B, vaut, donc je vais redécomposer la somme de la même manière que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec I est égal à J. Donc c'est le coefficient AIK BKI, et nous pouvons couper la somme cette fois-ci en 3. Donc la somme avec tous les indices K strictement plus petits que I, plus le coefficient pour K égale I, qui nous donne AII BII, plus donc la fin de la somme avec les coefficients K strictement plus grands que I. Avec l'argument précédent, nous retrouvons que tous les coefficients ici sont nuls, et tout ceci aussi. D'accord? Il ne reste que le coefficient AII BII, qui n'est pas nul. Donc ce coefficient est égal à... Bon, je vais l'écrire ici. Ouais, j'aurais bien aimé l'écrire là. Allez, tant pis. Égal AII BII. Donc cela est important car nous pouvons dire que les coefficients diagonaux de A fois B sont les produits des coefficients diagonaux de A et de B. Par exemple, si j'effectue le produit, allez, on va la prendre comme ceci, le produit de cette matrice fois celle-là, sans calculer tout le produit de ces deux matrices, je peux déjà dire que les termes sur la diagonale sont les produits des termes de la diagonale de A et de la diagonale de B. Et puis sous la diagonale, nous avons toujours des zéros, puisque nous venons de démontrer que le produit de matrices triangulaires supérieures est encore triangulaire supérieur. Donc je ne calcule pas les trois coefficients qui restent au-dessus, mais ici, le premier coefficient de la diagonale du produit, c'est le produit de 1 et de 1. Le second coefficient, c'est 0 fois 2. Et le dernier coefficient, c'est donc 6, qui est égal à 2 fois 3. D'accord? Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça permet d'aller très vite dans les calculs de produits de matrices triangulaires supérieures, et c'est un résultat que nous allons utiliser souvent. Donc, le théorème suivant, le théorème 3 de 4, nous l'avons déjà utilisé à de nombreuses reprises depuis le début de l'année, mais nous ne l'avons pas encore démontré, donc nous allons le démontrer maintenant. Une matrice triangulaire
est inversible si et seulement si elle ne comporte pas de 0 sur la diagonale. Donc l'énoncé est très simple. Si et seulement si elle n'a pas de 0 sur cette diagonale. Alors, comment montrer cela? Avec la remarque précédente, un des deux sens de cette équivalence se fait très rapidement. En fait, non, je vais un peu vite. Il se fait très rapidement quand nous savons que l'inverse d'une matrice triangulaire est encore triangulaire, ce que nous n'avons pas démontré et que nous ferons après. Donc, je retire ce que j'ai dit. Alors, nous savons qu'une matrice est inversible si et seulement si ces vecteurs colonnes forment une base. Donc, nous allons utiliser ce point-là. Donc, commençons par exemple par le sens direct. Prenons une matrice triangulaire inversible, soit A, une matrice donc triangulaire supérieure, inversible, et supposons par l'absurde qu'elle contient un 0 sur la diagonale. Donc supposons que sur la colonne numéro J, il y a un 0 sur la diagonale. Bon, il aurait peut-être été plus clair de dire dans la colonne J plutôt que sur la colonne J. C'est un peu du détail. Alors, faisons un dessin pour voir à quoi cela correspond. Voilà notre matrice. La colonne J, nous allons la situer ici. Nous avons donc des zéros sous la diagonale ici. Et puis, nous allons avoir ce phénomène-là. J'espère que c'est clair. Donc nous avons des zéros sous la diagonale, mais nous en avons un ici sur la diagonale dans la colonne J. D'accord ? Et nous allons nous intéresser à cette portion ici, cette portion de la matrice. Les vecteurs qui vont se trouver ici. Donc, si nous regardons ces vecteurs, combien est-ce qu'il y a de colonnes ici? Il y en a J, donc ça va correspondre à J vecteurs. Mais si nous regardons cette partie-là, combien est-ce qu'il y a de lignes dans cette partie-là? Il n'y en a que J-1. D'accord? Alors le carré, nous pouvons tracer ici. Ici, nous avons un carré. Hein, donc, je rajoute une colonne. Donc, il y a J colonnes par rapport à ce carré. Et il y a J-1 ligne. Nous allons donc visualiser ces J premiers vecteurs comme des vecteurs qui vont être donc au nombre de J et qui vont être dans un espace vectoriel engendré par J-1 vecteurs puisqu'ils n'ont que J-1 coordonnées non nulles. Toutes les autres vont être nulles. Et nous savons que J vecteurs dans un espace de dimension J-1 sont forcément liés. Donc les J premiers vecteurs colonnes de cette matrice seront liés, donc nécessairement l'ensemble de tous les vecteurs colonnes de la matrice vont être liés. Donc pour que les choses soient un peu plus claires, nous allons imaginer que cette matrice A, c'est la matrice d'une famille de vecteurs dans la base canonique de K puissance n. Alors je vais repasser en noir, donc soit c'est la base canonique de
de k puissance n, et nous allons donner des noms aux vecteurs de cette base C. Nous allons classiquement les appeler E1, En. Les J premiers vecteurs, les J premières colonnes, oui, alors peut-être je vais quand même donner des noms. Oups. Donc, allez, voilà. Donc, notons V1 jusqu'à Vn, des vecteurs de k puissance n, tels que A, c'est la matrice dans la base C de cette famille V1, Vn. Chacun de ces vecteurs Vj est donc une combinaison linéaire des vecteurs de la base canonique, et nous savons que ces coordonnées, ce sont les AIJ, EI. Donc, si J est inférieur... Oh, je n'aurais pas dû utiliser la lettre J qui a déjà été utilisée avant. Donc je vais mettre pour tout cas. C'est toujours un peu casse-pied d'utiliser quelque chose qui s'appelle J quand nous manipulons des matrices, car c'est traditionnellement utilisé pour l'indice de colonne. Donc appelons ici le numéro de colonne K. Donc si K est plus petit que J, les AIK sont nuls lorsque I est supérieur ou égal à J. Donc, à nouveau, si K est inférieur ou égal à J, le vecteur VK appartient à vect de E1 jusqu'à EJ-1. Ce qui traduit donc que pour toutes les J premières colonnes de cette matrice, les coordonnées non nulles ne sont que sur les J-1 premières coordonnées. Donc VK a des coordonnées dont on ne connaît pas la valeur sur E1 jusqu'à EJ-1, mais à partir de EJ, toutes les coordonnées sont nulles. À nouveau, nous le voyons sur le dessin ici, ça correspond au fait que à cet endroit ici, il n'y a que des zéros. D'accord ? Donc, la famille V1, Vj est une famille de vects de E1, EJ-1, une famille de J vecteurs dans un espace engendré par J-1 vecteur est nécessairement liée. Elle est liée. Donc, si nous rajoutons les vecteurs qui suivent et que nous prenons l'ensemble de tous les vecteurs V1 jusqu'à Vn, cette surfamille est nécessairement liée aussi. En tout cas, ce n'est pas une base. Donc A n'est pas inversible, et par l'absurde, nous avons donc montré la première implication de ce théorème 3 de 4. Donc montrons maintenant la réciproque, soit A, triangulaire supérieur, sans 0 sur la diagonale. Ici, je vais d'une certaine manière ne pas faire la démonstration. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'alors les vecteurs colonnes de la matrice A forment une famille échelonnée. Et donc cette famille est libre, et donc c'est une base, et A est inversible. Pour le fait que la famille est échelonnée, et donc qu'elle est libre, je vous renvoie à ce que nous avons déjà dit sur les familles échelonnées dans un précédent chapitre d'algèbre linéaire. Donc, les vecteurs colonnes de A forment une famille échelonnée. Ils forment donc une base de k puissance n. Donc A est inversible. Voici pour ce théorème très important. Pour pouvoir continuer, nous allons avoir besoin d'un lemme. Le théorème que nous avons en vue maintenant, c'est de montrer que lorsqu'une matrice triangulaire supérieure est inversible, alors son inverse est également triangulaire supérieur. Pour démontrer ce résultat, nous allons avoir besoin
du lemme suivant. Donc, c'est le lemme 2, 3, 5, je crois. Ou plutôt 3, 2, 5. Nous reprenons ici les mêmes notations que dans la première partie de cette démonstration. Soit C, dont nous noterons E1, En, les vecteurs, la base canonique de K puissance n. Et pour tout K de 1 à n, nous allons poser grand EK égale vect des K premiers vecteurs de cette base canonique. Donc Kn est égal à grand En. Si maintenant nous prenons une matrice carrée à coefficient dans K, nous pouvons introduire petit u l'endomorphisme de K puissance n, tel que la matrice dans la base canonique de U est justement notre matrice grand A. Alors nous avons le résultat suivant. A est triangulaire supérieur, si et seulement si, pour tout petit k de 1 à n, le SEV EK est stable par U, c'est-à-dire que U de EK est inclus dans EK. D'accord? Donc nous allons démontrer ce lemme. Donc pour commencer, nous allons donner une explication sur un dessin. Il est assez important de comprendre ce fait qui permet de bien comprendre les matrices d'endomorphisme. Donc, prenons une matrice, alors elle ne va pas être triangulaire, mais je vais découper ces coefficients en blocs. Je vais séparer un certain nombre de lignes et de colonnes du reste. Donc ici, je vais prendre K lignes et ici K colonnes. Et je vais m'intéresser à la partie des coefficients qui se trouvent parmi ces K premières colonnes. Imaginons que tous les coefficients sont nuls dans les K premières colonnes en dessous des K premières lignes. Alors, ça, imaginons que c'est notre matrice grand A1. Dire que A c'est la matrice de U, cela signifie que dans les premières colonnes, nous avons décomposé U de E1 jusqu'à U de EK, et nous avons écrit leurs coordonnées dans la base E1-En. En particulier, donc, s'il y a bien ce bloc de 0 en dessous, dans le bas des K premières colonnes, cela signifie que tous les coefficients de U de E1 jusqu'à U de EK, relativement au vecteur EK plus 1 jusqu'à En, sont nuls. Donc, ces vecteurs n'ont des coordonnées que sur les K premiers vecteurs de la base. Alors, nous voyons bien que U de E1 appartient à vect de E1 EK, U de E2 appartient à vect de E1 EK, puisque les seules coordonnées portent sur ces vecteurs-là, etc. Donc, pour tout J de 1 à K, U de J appartient à vect de E1 EK, que nous avons appelé grand EK. Ce qui prouve la stabilité de grand E, de grand EK, pardon. Donc U de EK est inclus dans EK. Nous avons une base de EK, tous les E1 jusqu'à EK, petit E1 jusqu'à petit EK. Leurs images sont toutes dans grand EK. Donc en passant au vect, U de EK est inclus dans EK. On pourrait le détailler comme ça. U de EK, c'est donc U de vect de petit E1 jusqu'à petit EK, et nous savons que l'image d'un vect, c'est le vect des images. Ça, c'est vect de U de E1 jusqu'à U de EK. Mais tous ces vecteurs-là appartiennent à grand EK. Et donc, ce vect est bien inclus dans EK, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ici, j'ai démontré un sens, j'ai démontré que s'il y avait des zéros dans cette partie de la matrice, alors grand EK était stable par U,
mais je vous laisse regarder l'autre sens. De toute façon, nous allons aussi revenir dessus dans la suite de la démonstration. Si grand EK est stable par U, alors il y a nécessairement des zéros ici. Donc, toute la démonstration est basée sur ce phénomène. Donc, montrons un premier sens. Donc, la première implication, c'est nous supposons la matrice triangulaire et nous voulons montrer que les EK sont stables. Donc, soit A, une matrice triangulaire supérieure, avec donc U, sa matrice, son application linéaire canoniquement associée. Fixons un indice petit k entre 1 et n. Alors, là encore, il va falloir traduire ce que signifie que A est la matrice de U. Donc, petit rappel, U de EK, ses coefficients, ce sont tous les A, I, K, pour I allant de 1 à n. Et ça, c'est parce que A, c'est la matrice de U dans la base canonique. Les coefficients de la kème colonne représentent les coordonnées de U de EK dans la base d'arrivée, mais ici, au départ et à l'arrivée, nous avons la base C. Mais si notre matrice est triangulaire, dès que I est strictement plus grand que K, les coefficients sont nuls. Donc la somme s'arrête à I. À K, pardon. Et donc nous avons une combinaison linéaire des vecteurs E1 jusqu'à EK. Donc U de EK appartient à vecte de E1 EK, c'est-à-dire qu'elle appartient à EK. Et donc nous pouvons écrire le même argument que dans la page précédente en bas. U de grand EK, c'est vecte de U de E1 jusqu'à U de EK. Le premier, ici, il appartient, d'après l'argument précédent, à grand E1, mais grand E1 est évidemment inclus dans grand EK, puisque grand E1, c'est uniquement vecte de petit E1, et grand EK, c'est vecte de petit E1 suivi des autres vecteurs, donc c'est plus grand. Donc finalement, ce que nous utilisons, c'est que U de E1 est dans E1, donc dans EK, U de E2 est dans grand E2, donc dans EK, puisque K est plus grand que 2, etc. Et donc tous ces vecteurs-là sont dans EK. Et donc, U de EK est inclus dans EK, et nous avons démontré un sens. L'autre sens va se faire de la même manière. Prenons maintenant une matrice A, telle que pour tout K, U de EK est inclus dans EK. Si nous fixons un de ces indices K entre 1 et n, U de petit EK appartient donc à grand EK. Or, alors plus exactement, donc, il existe des coordonnées que nous allons provisoirement appeler x1, xk, dans K, telles que U de EK est égal à la somme pour I allant de 1 à petit k des xi ei. Là, je traduis uniquement le fait que U de EK est dans grand EK, et grand EK, donc, c'est vecte de E1 EK. Donc, U de EK est combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Mais, là encore, grand A, c'est la matrice dans la base canonique de petit u, donc nous avons, comme tout à l'heure, U de EK, c'est la somme pour I allant de 1 à n, des aik ei. Nous avons donc deux écritures différentes de U de EK, deux décompositions dans la base E1, En. Mais nous savons que les coordonnées sont uniques, donc nous pouvons identifier les écritures 1 et 2, ce qui nous assure que les derniers coefficients sont nuls. Par identification de 1 et 2, pour tous les i inférieurs ou égal à k, inférieurs ou égaux à k, xi est égal à aik, et pour tous les i strictement plus grands que k, aik égale 0.
Et c'est ce dernier point qui nous garantit que A est triangulaire supérieur. Voici pour ce théorème. Maintenant que nous avons démontré le lemme 3 de 5, nous allons pouvoir atteindre notre objectif qui est la démonstration du théorème 3 de 7. Donc si A est une matrice triangulaire supérieure, mais qui est également inversible, alors son inverse aussi. A-1 est également une matrice triangulaire supérieure inversible. Bon, là encore, j'énonce le théorème et je le démontre pour des matrices triangulaires supérieures, mais le résultat est identique avec des matrices triangulaires inférieures. Nous aurions aussi bien pu mettre un moins ici. Donc pour le démontrer, nous allons utiliser le lemme précédent. Nous allons montrer que A-1 est triangulaire supérieur en montrant que elle aussi, elle stabilise les espaces grand K. Donc nous allons utiliser exactement les mêmes notations que tout à l'heure. C'est la base canonique de Kn, U, l'endomorphisme de Kn tel que la matrice dans la base C de U est égale à A, et Ek, le SEV engendré par les k premiers vecteurs de la base canonique. Donc le but du jeu, c'est de montrer que pour tout k, U-1 de grand K est également inclus dans grand K. Donc ici, nous savons que comme grand A est inversible, l'endomorphisme canoniquement associé à A-1, c'est l'inverse de l'endomorphisme associé à U, c'est-à-dire que la matrice dans la base C de U-1, c'est bien A-1. Alors, nous savons aussi que, comme la matrice est triangulaire, la matrice A, pour tout cas de 1 à n, U de Ek est inclus dans Ek. Donc en passant à l'inverse, Ek est inclus dans U-1 de Ek. D'accord ? Mais nous pouvons appliquer le théorème du rang, et nous l'avons déjà fait dans un chapitre précédent. Nous avons un argument de dimension. Par argument de dimension, la dimension, c'est le théorème du rang en fait, hein, je pourrais le préciser ici, ça sera plus simple. Par le théorème du rang, la dimension de U-1 de Ek est nécessairement plus petite que la dimension de Ek. Pour que ce soit plus clair, j'aurais tout de même pu parler d'abord des dimensions ici. Cette inclusion implique que la dimension de Ek est inférieure ou égale à la dimension de U-1 de Ek. Et donc avec le théorème du rang, nous avons l'autre sens. Et donc, avec ces deux inégalités, nous avons l'égalité des dimensions. Et comme l'un de ces deux SEV est inclus dans l'autre, nous avons donc carrément l'égalité des SEV. En particulier, évidemment, c'est inclus dans Ek, ce qui prouve bien que A-1 est triangulaire supérieur. Nous avons donc terminé la démonstration de ce théorème. Je finirai cette section avec une toute dernière remarque. Si nous rassemblons deux résultats que nous venons de démontrer, si A est triangulaire supérieur et inversible, la matrice A a la tête suivante. Il y a donc des coordonnées sur la diagonale que nous allons noter lambda 1 jusqu'à lambda n, des coefficients nuls strictement en dessous de la diagonale et des coefficients que nous ne préciserons pas au-dessus. Et comme nous avons supposé que la matrice est inversible, pour tout i, lambda i n'est pas nul. Alors, nous pouvons
affirmer que A-1, sur sa diagonale, ses coefficients, ce sont les 1 sur lambda 1 jusqu'à 1 sur lambda i. Donc, comme A n'a pas de 0 sur la diagonale, elle est inversible, alors son inverse A-1 est triangulaire supérieur, donc nous avons bien ici des zéros sous la diagonale. Nous savons que lorsque nous multiplions A et A-1, nous multiplions deux matrices triangulaires supérieures, elles sont inverses l'une de l'autre, donc nous devons obtenir l'identité, et nous savons aussi que les termes diagonaux du produit, ce sont les produits des termes diagonaux de A et de A-1. Comme A fois A-1 n'a que des 1 sur la diagonale, alors les coefficients de A-1 sur la diagonale sont les inverses des coefficients de A sur la diagonale. C'est tout ce que nous dirons sur les matrices triangulaires ici.